Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le monde voit émerger un peu partout des mouvements indépendantistes. Ils annoncent la fin des empires et l'affirmation des nations. L'Algérie vit au rythme de ces agitations et le peuple algérien ne désire pas être français. Le mouvement national va naître de cette période d'après-guerre, cruciale pour le peuple algérien. Une génération de révolutionnaires, des hommes et des femmes vont alors se donner les moyens politiques et militaires pour libérer l'Algérie de la colonisation française. Parmi ces hommes, Mohamed El-Arbi Ben Mehdi, né en 1923 au Douar el-Kouahi, non loin de Ain Lila, dans la zaouia d'un de ses ancêtres, c'est l'Arbi. D'où les deux prénoms, Mohamed et l'Arbi. Je crois que l'enfance de l'Arbi Ben Mehdi a déterminé tout son devenir, d'abord d'homme et de politique par la suite, et dans son engagement. Il est né à une période, disons, où en Algérie il se passait pratiquement très peu de choses politiquement, mais où tout était en gestation, sinon en naissance. Il y a une agitation permanente dans la région. Toujours dans la région, il y a le passage d'un homme qui va compter beaucoup dans l'histoire de notre pays. D'abord en 1916, il passe à Nbeida, c'est l'émir Khaled. El-Hassani Ben El-Hashmi, dit l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abdelkader, un fervent défenseur de la foi et de la personnalité algérienne. Il est le précurseur du mouvement nationaliste algérien. La religion de l'islam était à l'époque non seulement la religion du peuple algérien, mais c'était une arme pour le peuple algérien aussi. Comme était la langue arabe était aussi une arme. Les langues du peuple, que ce soit amazigh dans les régions amazirophones, que ce soit l'arabe dans les régions arabophones d'Algérie, c'était des armes. Et l'islam était une arme qui était d'abord qui déterminait l'identité différente de celle de l'occupant et qui déterminait également la volonté de s'émanciper de cette identité qu'on voulait lui inculquer par la force. Et la première grande idée politique, mais tout à fait novatrice, à l'époque de l'émir Khaled, c'est que nous étions des Algériens. C'est un coup de tonnerre. Alors que dans la société traditionnelle algérienne, nous avions des identités tribales, ou régionales, ou claniques, voilà un homme qui vient de vous dire que vous êtes plus que votre identité régionale ou tribale, vous avez une identité algérienne. C'est une véritable révolution culturelle. L'émir Khaled marque ainsi le début d'un mouvement national pour l'indépendance de l'Algérie. Dans ses interventions publiques et jusque dans les colonnes de son journal Iqdem, il s'impose comme un véritable pédagogue de l'identité algérienne. Les notables, dits les vieux turbans, et l'administration coloniale vont alors le combattre ardemment. Qu'est-ce que c'était que la région de Biskra, la région d'El-Milia, de toute cette région à l'époque? C'était vraiment un désert économique. Les gens vivotaient, c'était une agriculture vivrière, c'était une agriculture essentiellement agricole, une région essentiellement agricole. Biskra, c'est les portes du Sud. Et le mode d'organisation était de laisser la gestion des populations arabes au Bachara. Et le Bachara qui était là-bas, c'était le descendant de Bengana, celui qui a aidé
à la prise de Zaatcha, celui qui a coupé les oreilles, c'était un de ses descendants. Et nous étions donc dans une région où il y avait amalgame, alliance, entre le système de domination coloniale et le système d'oppression féodale. Bon, comment est-ce qu'on peut expliquer à un deuxième qu'est-ce que c'est qu'un système d'oppression féodale? Alors, je vais prendre un exemple proche de celui de Ben Mehdi. À Tolga, il y avait un membre des ulama qui s'appelait Shibbah al-Mekki, qui était dans le théâtre, c'est pour ça que je dis, et qui va, à un moment donné, jouer dans une pièce où il critique le système féodal. Et Ben Gana va donner l'ordre de le prendre, de l'emprisonner, mais pas dans l'emprisonner dans les prisons françaises, non, dans l'emprisonner chez lui. Ça veut dire dans le système répressif et carcéral qui était laissé à la discrétion des Bachara et des Khaïd. C'est par la force que 300 000 Algériens vont se retrouver embarqués dans la Grande Guerre entre 1914 et 1918. 25 000 d'entre eux vont perdre la vie dans les tranchées de la Première Guerre mondiale au nom de l'impôt du sang. Cette guerre va laisser des blessures profondes dans la société algérienne. Est-ce que Ben Mehdi pouvait être sensible à ces questions? Oui. Parce qu'il habite et il grandit dans une région où l'écho de la Première Guerre mondiale est intense. D'abord, il y a eu une résistance contre la conscription. Ça a été français. Et cette résistance a été organisée. Elle a été organisée, il y a eu des chefs de ce mouvement anti-conscription qui sont devenus des bandits d'honneur. Ils sont donc dans la montagne, ils sont des groupes, ils sont là. Cette conscription a laissé une blessure profonde, extrêmement profonde, dans le souvenir, dans la mémoire algérienne. En 1919, l'émir Khaled adresse une lettre au président des États-Unis, Woodrow Wilson. Dans cette missive, il lui rappelle sa propre déclaration sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qu'aucun peuple ne peut être contraint de vivre sous une souveraineté qu'il répudie. Il demandera à l'occasion le droit d'assister à la conférence de Versailles pour des délégués choisis librement par le peuple algérien, sous l'égide de la Société des Nations. Le gouvernement général français va manœuvrer pour éliminer l'émir à la popularité et aux succès électoraux dérangeants. Il est finalement exilé et décède à Damas en 1936. Après des études coraniques dans la Zawiya, le jeune Larbi fréquentera l'école française, d'où il obtiendra le certificat d'études primaires en 1937 à Batna. Cette entrée de l'Arbi, de Mohamed l'Arbi Ben Mehdi à l'école française est un signe qu'il faut indiquer à nos plus jeunes, aux plus jeunes Algériens. C'est l'époque où il y a comme une décision nationale non écrite, qui n'est pas dictée par un parti politique, où les Algériens commencent à envoyer leurs enfants dans l'école française.
Avant, ils considéraient qu'il y avait risque de la dépersonnalisation. Puis à partir de 1920, et surtout vers 1930, on décide d'envoyer les enfants dans l'école française. En plus des armes qui étaient les armes de l'identité, les langues de l'identité nationale, il y avait cette arme à récupérer, cette arme, ce que Khatib Yassine appellera plusieurs années plus tard le butin de guerre. Donc, l'Arbi ibn Mehdi, le jeune Arbi ibn Mehdi, va acquérir une nouvelle arme, une nouvelle culture, une autre arme, une autre culture, celle de l'ennemi, celle des Français et de l'occupant. Donc c'est ça, c'est ce faisceau de faits de sa naissance, c'est-à-dire du milieu de sa naissance, de sa culture originelle, de celle qu'il va acquérir, qui va faire de lui ce qu'il va devenir, c'est-à-dire l'éveil va se faire, l'éveil politique va se faire assez tôt d'ailleurs pour l'Arbi ibn Mehdi. Créé par des militants réformistes, le scoutisme, principal mouvement de la jeunesse algérienne, voit le jour en 1930. Très vite, il devient le creuset du nationalisme algérien et épouse les idées indépendantistes du PPA-MTLD. Ben Mehdi, très jeune, entrera dans les scouts. Et donc, très jeune, il va rencontrer l'organisation de la jeunesse qui va être le principal propagateur de l'idée que nous étions plus que des musulmans, plus que des berbères, plus que des chaouis, des kabyles, des mozabites, des oranais, nous étions algériens. La jeunesse du PPA, c'était les scouts, c'était la formation des scouts. Et il y avait bien sûr l'enseignement nationaliste. Ce n'étaient pas des cours qui étaient dispensés. Ça se transmettait par les plus âgés, apprenaient aux plus jeunes et ainsi de suite. Ça se transmettait. Et ce n'est pas un hasard si la majorité des gens qui ont la majorité de ceux qui constitueront l'os sont pratiquement tous passés par le scoutisme. Entre les deux grandes guerres, la question de la citoyenneté des Algériens fait débat. Entre réformisme prôné par les oulémas et les assimilationnistes des jeunes Algériens, une troisième voie se dessine, celle des nationalistes indépendantistes initiés par l'émir Khaled. En 1937, Messalil Hadj crée le PPA, le Parti du peuple algérien. Le premier parti dont la principale revendication est l'indépendance de l'Algérie. Et qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes une nation? L'idée de nation, elle est intimement liée à l'idée développée par l'émir Khaled. C'est que si nous sommes algériens, c'est que nous appartenons à une même nation. Or, tant que cette idée que nous sommes algériens et que nous appartenons à une même nation, ça reste que des mots, ça n'a pas d'effet. Pour que l'idée de nation soit effective, il faut d'abord que les gens qui font partie de cette nation se considèrent comme un peuple. Et c'est cela qui a été introduit. La grande idée qui nous fait passer de l'idéologie à la politique, c'est la notion de peuple. Le 8 mai 1945, des milliers d'Algériens descendent dans les rues à Sétif, Kharata, Guelma et ailleurs pour rendre hommage aux Algériens morts pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Les manifestants brandissent l'emblème algérien en chantant Minjibelina, un moment fondateur de l'esprit d'indépendance. Mai 45 n'est pas nouveau. Mai 45, ça a été, disons, le massacre le plus abject
qui a été commis, mais il y en a eu d'autres, et il y en aura d'autres par la suite, pendant la guerre de libération nationale. Donc cet événement va marquer toute cette génération d'Algériens. Toute cette génération va marquer. Et puis, c'était la fin d'une période du militantisme, disons, du mouvement national et le début d'une autre période. C'est vrai qu'il y a eu une espèce, à partir de 1945, il y a eu une espèce de désillusion. C'est-à-dire que pour les Algériens qui doutaient encore, il n'y avait pas d'autre solution que la solution de la violence. L'administration coloniale, aidée par des milices, se livre alors à des représailles d'une rare violence. Ils commettent viols, lynchages et exécutions sommaires. Le bilan des victimes est lourd et se porte à plus de 45 000 morts pour le PPA. Le 9 mai 1945, l'Arbi Ben Mehdi a 21 ans lorsqu'il est arrêté. Il passera 1 mois en prison. Aujourd'hui, quand on entend des gens parler d'œuvres civilisatrices, lorsqu'on entend des gens dire que la culture française a été partagée, c'est une aberration, c'est-à-dire c'est une négation, non pas un déviationnisme, mais une négation absolue de ce qu'était l'histoire de l'Algérie. Et les manifestations du 8 mai 1945 vont alors être l'affirmation d'une identité collective qui remet en question la présence coloniale. Entre réformisme et révolution, il faut choisir, car la question de se débarrasser du colonialisme se pose désormais avec acuité à l'ensemble du mouvement national. À l'intérieur de l'ensemble du mouvement national, c'est-à-dire Ulama, PPA, UDMA, PCA, etc., il y avait la question de savoir est-ce qu'il fallait faire une réforme ou la révolution. Mais à l'intérieur du PPA lui-même, cette question se posait aussi. Allez, comment on va faire? Allez, on va suivre la voie des élections, la voie, malgré la tricherie du système colonial, à l'administration, ou alors il faut renverser le système colonial. Il faut le renverser autrement que par la réforme. Il y avait les partisans, ceux qui étaient partisans de la participation aux élections. Et il y avait les pour et les contre dans ce n'était pas un conflit en fait, c'était un grand débat. Parce que ceux qui étaient pour la voie électorale disaient que cela nous permettra de faire connaître notre programme. Et de toutes les façons, nous pouvons garder le PPA, c'est-à-dire le PPA, parce qu'on ne l'appelait pas le PPA, avait été dissous. En 1939, il avait été dissous, donc il n'existait pas. Et on pourrait garder le PPA comme structure clandestine et le MTLD comme structure apparente du PPA. C'est la partie visible de l'iceberg. Par exemple, bon, il est connu aujourd'hui que les ulama étaient réformistes, islahiens. Et quelle était la voie des ulama? C'était de réformer la société. C'est quand les Algériens auront accédé à un niveau culturel, d'instruction, de culture suffisant pour qu'ils pourront alors revendiquer l'autodirection, l'autodétermination, l'autogestion de leur pays. Mais avant, c'est non. On n'est pas encore prêt. Tandis que la procédure révolutionnaire, celle auquel donc va adhérer Ben Mehdi, Ben Boulaid, etc., c'est dire non. On ne peut pas réformer la société. Et donc la libérer de ces mots. Et à l'époque, les mots étaient nombreux. C'est le colonialisme, on le comprend. C'est par la récupération de la souveraineté nationale, par la mise en place d'un État national, que nous pourrons alors
réformer la société. Pour ceux qui disaient, bon, de toutes les façons, il ne faut pas croire en la solution politique avec le colonialisme. Nous, cette tendance qui était constituée de jeunes, des jeunes qui, pour la plupart, avaient été recrutés pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'absence parce qu'il était en prison, de Messali Hadj, surtout avec Lamine Debarine qui avait recruté beaucoup de jeunes et qui avait rajeuni, disons, les structures du parti. Donc cette tendance jeune va imposer la création de l'OS, qui est une structure, disons, c'est une organisation spéciale et non pas secrète, c'est l'organisation spéciale qui envisageait la solution militaire. Le premier chef de cette organisation paramilitaire est Mohamed Belouizdad. Malade, il est très vite remplacé par son adjoint, Hussein Ait Ahmed. L'Arbi Ben Mhidi est alors lui-même membre du conseil de la zone Est et le chef de l'organisation spéciale à Biskra. D'une façon générale, les jeunes avaient adhéré à cette idée du passage, de l'éventualité du passage à l'action. La préparation du passage à l'action, au moins la préparation physique, c'est-à-dire, bon, il y avait des entraînements, il y avait un entraînement paramilitaire qui était dispensé. Et l'Arbi Ben Mhidi va être, bien entendu, comme un des leaders, il était leader dans sa région, donc un des responsables de l'OS dans sa région. Après la crise dite berbériste au sein du PPA en 1949, Ben Bella est désigné à la tête de l'OS, l'organisation spéciale. Ce qu'on a appelé la crise berbériste était une crise politique une crise de génération au sein du PPA-MTLD. C'était en fait un affrontement entre les leaders, les principaux leaders, Lamine Debarine et Messali Hadj, qui a donné la crise. Parce qu'on a accusé tous ces jeunes qui justement avaient été recrutés par Lamine Debarine de berbéristes, de faire un travail fractionnel. Or, il n'y avait pas plus de travail fractionnel à cette période que dans les périodes avant. Le mouvement berbère, ce qu'on a appelé le mouvement berbériste, c'était le MRB, c'était le mouvement de la Renaissance berbère, qui était un mouvement strictement culturel. Mais la presse coloniale s'en est emparée. On avait parlé de PPA contre PPK, on avait parlé c'est un journal d'ailleurs, c'est l'Écho d'Alger, je crois, oui, c'est l'Écho d'Alger, qui avait parlé de lutte entre le PPA et le PPK. C'était ce qui était absolument aberrant. En 1950, la police découvre l'OS. L'Arbi Ben Mhidi, alias Hakim, recherché par la police, est muté en Oranie. Toujours à la personnalité de l'Arbi Ben Mhidi, voilà quelqu'un qui a adhéré, tout jeune, selon Melkhidas, c'est en 1943 qu'il a adhéré au PPA. Il évolue à l'intérieur du PPA et il prend de l'épaisseur. Cette épaisseur, il la prend par son caractère. On retrouvera toujours ce caractère de force tranquille chez l'Arbi Ben Mhidi. Ce n'est pas un agité, c'est vraiment la force tranquille. C'est un personnage qui est audacieux dans son tempérament, mais il sait où il met les pieds, il sait comment évoluer. Et c'est ainsi qu'il se retrouve, il était à l'Est, donc ses qualités, ce n'est pas parce qu'il manquait de responsables de valeurs dans l'Ouest algérien qu'on l'a muté, c'est parce que c'était un personnage qui avait été, qui forçait l'admiration par son efficacité. Et c'est ainsi qu'il se retrouve naturellement, à la tête de la région de l'Oranie. Tout le monde sait que l'audace appartient à la jeunesse.
C'est au sein du PPA-MTLD, disons du MTLD, parce que la crise était entre ceux qui étaient encore avec les anciennes méthodes, qui étaient encore avec des méthodes de politique politicienne, et des jeunes qui en voulaient, qui voulaient plus. C'est le groupe, ce qu'on appellera le groupe des centralistes, ceux qui ont décidé de mettre fin au culte de la personnalité, c'est-à-dire que les congrès où c'était le président Messali, qui était le président de l'État nord-africain, qui décidait qui va être au sein du comité central, qui va être au sein du bureau politique. C'est lui qui décidait. Ils ont dit qu'il fallait changer de méthode. Lors du congrès du MTLD en 1953, solidaires, les anciens de l'OS décident de créer le CRUA, Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. C'est une troisième force qui se démarque des querelles des chefs dont les principaux animateurs sont Boudiaf, Bitat, Ben Boulaïd, Didouche et Ben Mehidi. Le CRUA, c'est un groupe qui est né, qui est né pratiquement dans la clandestinité, qui est né à l'école Rachid avec un groupe de gens du MTL, des centralistes, quelques centralistes, et puis, bon, ceux qui vont imposer la rupture, c'est les radicaux qui vont imposer la rupture. Je pense bien entendu à Boudiaf, Ben Boulaïd, Ben Mehidi et tous ces jeunes qui vont constituer le CRUA, qui vont constituer le comité des 22, qui vont qui vont aboutir à cette fameuse réunion du mois de juin. Juin 1954 à Alger, au Clos Salambier, aujourd'hui El Madania. Ceux qu'on a appelés le groupe des 22 désignent une direction collégiale composée de 6 membres. Mohamed Boudiaf, Mustafa Ben Boulaïd, Rabah Bitat, Mourad Didouche et l'Arbi Ben Mehidi. Krim Belkacem les rejoindra plus tard. Les 22 vont déléguer, disons, les responsabilités à ces 5 qui seront rejoints par la suite par Krim Belkacem de la zone 3, qui restait, enfin, de ce qui sera la zone 3, qui était la Kabylie, et il va le rejoindre par la suite. Même si, parce que il disait que c'est très difficile, parce que lui était au maquis depuis 1948 pratiquement, et il avait donc formé ces maquis, formé toute cette zone en leur disant que le leader c'était Messali. Et il a répondu: comment est-ce que du jour au lendemain je vais aller dire à tout ce monde-là, je vais leur dire que Messali ce n'est plus lui, c'est un traître et que nous ne voulons plus le suivre. Donc la Kabylie a adhéré en 1900, c'est-à-dire que les 5 sont devenus 6. Et ça a fait ce groupe des 6, ce fameux groupe des 6, qui deviendra, avec la délégation extérieure, Ben Bella, Khedre et Tahmed, qui deviendront le groupe des 9, quoi. Disons ce que les historiens appellent les historiques. Le 1er novembre 1954, la révolution est lancée un peu partout sur le territoire algérien. À cette date, le FLN entre dans l'histoire. Ben Mehidi sera désigné à la tête de la zone 5 dans l'Oranie. La distribution des rôles qui a été faite en fonction de la connaissance du terrain par les uns et par les autres. Le terrain étant, bon, Ben Mehidi ayant beaucoup milité aussi dans l'Oranie, et comme il connaît beaucoup de tous les relais pratiquement de cette région, va se voir naturellement désigné à la tête de cette région. Bien entendu, il n'y avait pas quelqu'un qui disait toi tu vas là, toi tu vas là. Tout se faisait par la négociation, se faisait dans la direction. Parce que ce qui est tout à fait nouveau, et ceci il faut le souligner, c'est que la révolution algérienne, la guerre de libération nationale, n'a pas été menée, il n'y avait pas un chef. C'était ce qui l'a caractérisé, c'est la direction et la décision collégiale.
C'était ça la nouveauté. Voilà un mouvement qui était mené depuis 1926 par un homme, et puis qui se retrouve par la radicalisation d'un certain nombre de militants, il se retrouve avec une direction collégiale. Et cette direction collégiale va demeurer jusqu'à 1962. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un leader, un chef. En Oranie, les armes manquent. La région en paiera le prix fort en vie humaine. Guy décide alors d'aller au Caire pour trouver une solution à l'approvisionnement en armes. Ben Mehdi sort à plusieurs reprises. Il va au Maroc à plusieurs reprises, mais il y a un événement qui est marquant, il faut en parler, il va aussi au Caire. Et il va reprocher à ses frères de combat qui étaient au Caire, il va leur reprocher de ne pas avoir fait leur travail en matière de fourniture d'armement. Cette affaire d'armement, cette question de l'armement, on trouvait que la délégation extérieure ne se démenait pas suffisamment pour envoyer des armes à l'intérieur. Le problème des maquis, enfin le problème de la révolution algérienne a toujours été lié à l'armement. Même lorsque, c'est-à-dire même avant la construction de la ligne Chal, l'île Maurice et l'île Chal. Avant cela, il y a toujours eu des questions d'armement, d'acheminement de l'armement. Il va y avoir une altercation, quasiment, entre lui et Ben Bella. Et Ben Mehdi va reprocher à Ben Bella de s'être trop rapproché des Égyptiens et même d'en avoir trop dit, d'avoir dit des secrets. Le président Nasser, la grandeur qu'il voulait donner à son pays et également à la Qawmi al-Arabia, la résistance arabe, le mouvement nationaliste arabe, etc., trouvait que la révolution algérienne était un instrument qu'il pouvait utiliser pour la diffusion de ses idées, pour la diffusion du panarabisme dont il se voulait être le champion. Et ils ont préféré, disons, à Aït Ahmed ou Khider, ils ont préféré le président Ben Bella. Et donc, le Ben Bella, on l'accusait d'être manipulé par Fethi Dib, très particulièrement le chef des services spéciaux égyptiens, qui était, et puis c'était un petit peu le Pygmalion il se voulait le Pygmalion de cette révolution. Après le 1er novembre, chaque zone s'organise selon les moyens locaux dont elle dispose. Un travail de coordination devient nécessaire, d'où l'idée de réunir tous les chefs de zone du pays, ce qui aboutit le 20 août 1956 au congrès de la Soumam. L'idée serait venue de la zone 2 de Zirot Youssef, qui avait pris le commandement de la zone 2 après la mort de Douchmourad en janvier, et un courrier aurait été adressé donc par Zirot, adressé au tandem, parce que voilà encore quelque chose d'extraordinaire, c'est le tandem Abban et Ben Mehdi. Sans eux, il n'y aurait pas eu de congrès de la Soumam. Sans Ben Mehdi, et Ben Khedda le dit, sans Ben Mehdi, Abban n'aurait pas tout seul pu réaliser cette prouesse, parce que c'est une prouesse. Ben Ramdan a besoin de Ben Mehdi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 1er novembre 1954 et cette année 1956 où Ben va demander à Ben Mehdi de venir? Parce qu'il a des difficultés. Il a des difficultés à imposer l'idée que la lutte, que la guerre de libération, elle est d'abord un acte politique et non pas un acte militaire. Ben Mehdi va venir, donc il va rentrer sur Alger et il va soutenir Ben Ramdan contre Karim Belkacem.
quand on lit les témoignages et les récits de guerre, c'était deux personnages qui étaient différents l'un de l'autre. Autant Abban était impétueux, était, disons, autoritaire, et autant Ben Mehdi était toujours cette personnalité qui était d'une sérénité extraordinaire. Et ils se sont complétés d'une façon miraculeuse. Et ça a donné le congrès de la Soumam, ça a donné les décisions du congrès de la Soumam, ça a donné l'organisation de l'ALN, ça a donné l'organisation politique du FLN, et bien entendu les contours de ce qu'allait être la République algérienne avaient été dessinés à l'époque, parce que c'est une date charnière. Le congrès de la Soumam demeurera une date charnière, non pas dans l'histoire de la Révolution, mais dans l'histoire nationale. C'est un acte fondateur de l'Algérie. Le 20 août 1956 commencent les travaux du congrès de la Soumam sous la présidence de Ben Mehdi. Abban est chargé du secrétariat. Tout le monde connaît l'histoire du congrès de la Soumam. Le congrès de la Soumam, bon, le texte n'a pas été écrit par Abban Armdan, comme on le croit. Il a été écrit conjointement par Abban Armdan et par Ammar Ouzgan, ancien secrétaire général du Parti communiste algérien, exclu du PCA pour nationalisme. Mais il a été supervisé par Ben Mehdi. Sans le poids de Ben Mehdi, il n'y aurait pas eu un congrès de la Soumam possible. Donc il va peser tout son poids, il va présider. Il va présider le congrès de la Soumam, en tout cas il préside le premier jour, et il spécifie bien qu'il participe au congrès de la Soumam en tant que chef de la zone 5. Ceci a été rendu possible parce qu'il y a eu le travail, encore une fois, du tandem Abban-Ben Mehdi pour l'élargissement de la base militante, c'est-à-dire l'élargissement du Front de libération nationale. Le Front de libération nationale qui était créé en 1954, c'est juste pour... en français, c'est la libération qui était nationale. Mais à partir de 1956, du congrès de la Soumam, c'est le front qui était national, c'est-à-dire enfin élargi au ulama, élargi à l'UDMA, élargi, et même le système d'adhésion individuelle qui avait été imposé par la direction, des communistes qui se sont également engagés à titre individuel, comme les autres d'ailleurs, comme tous les autres, qui se sont engagés à titre individuel dans le front. Et donc il fallait structurer tout cela. On a structuré l'armée, on a structuré également le politique. Le politique, c'est-à-dire avec le CNRA, avec le comité de coordination et d'exécution. Et ce congrès de la Soumam a été un moment important pour donner une projection de ce que doit être l'État national post-indépendance. Et il a confirmé l'idée, il a confirmé la vision que le colonialisme, ce n'est pas un système d'occupation militaire, c'est d'abord un système de domination économique. Le CCE, le comité de coordination et d'exécution, s'installe à Alger et décide de porter la lutte dans les centres urbains. L'Arbi Ben Mehdi devient le coordonnateur des actions du FLN à Alger. Le CCE s'installe naturellement à Alger. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'Alger, le CCE a décidé qu'Alger serait sa capitale, parce qu'elle est la capitale de l'Algérie. Donc, il doit s'installer dans la capitale. C'est un défi, c'est un pied de nez aux autorités françaises qui étaient ici également. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous installer dans les maquis, installer la direction dans les maquis, mais on va l'installer à Alger.
excessivement courageux, c'était risqué. D'ailleurs, l'histoire nous apprendra le retiendra avec l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi par la suite. Mais c'est une décision courageuse que de s'installer à Alger. Le 10 août 1956, quelques jours avant le congrès de la Soumam, un événement douloureux va ébranler les Algériens. Les colons français font exploser une bombe rue de Thèbes, dans la Casbah d'Alger. Pendant le déroulement du congrès de la Soumam, il y a eu cette fameuse bombe de la rue de Thèbes qui a été placée par les ultras français. Et cette fameuse bombe de la rue de Thèbes qui a tué plus de 70 personnes et blessé le double, sinon le triple, a été un moment important dans la lutte et l'organisation au niveau de la lutte urbaine dans les villes, et à Alger particulièrement. Le FLN décide de riposter. Il riposte et c'est le départ de ce qu'on va appeler, entre guillemets, la bataille d'Alger, même si je n'aime pas tellement ce terme parce qu'il n'y avait pas de bataille en réalité. L'organisation politico-militaire est confiée, disons que c'était en fait pas le seul Ben Mehdi qui décidait. Il y avait, le CCE qui a pris la décision d'organiser Alger et Ben Mehdi a joué un rôle très particulier parce qu'il a été responsable militaire aussi. Il a organisé ce fameux système pyramidal, etc., d'une façon très, très intelligente. Et il confiera, bien entendu, le terrain, très particulièrement, à deux personnages, Youssef Saadi et Brahim Chergui, qui était responsable politique, Allah yarhamou, de la zone d'Alger. Les membres du CCE, Comité de coordination et d'exécution du FLN, décident de lancer une grève générale pour le mois de février. À cette date est prévu à l'ONU un nouveau débat sur la question algérienne. Pour le FLN, c'est l'occasion de montrer sa capacité de mobiliser pacifiquement les Algériens pour l'indépendance. D'après Saad Dahleb, l'idée de la grève est venue de Ben Mehdi. Quel est le type de conception politique que Ben Mehdi a dans la tête? C'est la grève des 8 jours. Il a mis en œuvre une idée fondamentale de tous les grands révolutionnaires. C'est que c'est le peuple qui doit être le facteur principal. Et c'est lui qui doit rentrer dans la bataille. Celui qui a fait ça avant lui, c'était Ziroud. Le 20 août 1955, quand il lance le peuple dans la bataille. Ce qui nous confirme cette hypothèse que Ben Mehdi croyait plus dans le peuple que dans l'organisation militaire, c'est qu'il l'a dit lui-même. C'est jeter la révolution dans la rue, elle sera reprise par le peuple. Et donc nous avons ici une des questions très très peu discutées post-indépendance. Quelles étaient les idées de ces Eh bien, ils croyaient au peuple. Ils croyaient réellement au peuple. Les Didouche, les Ziroud, les Ben Mehdi, les Babban, les Ben Mouled. Ils savaient que la force essentielle, c'était le peuple. Décision a été prise au départ de faire un mois de grève. Bon, par la suite, ça s'est atténué. C'était, semble-t-il, Arbi Ben Mehdi qui avait demandé à faire un mois. Ensuite, ils sont descendus à une semaine, c'est-à-dire 8 jours. Et la décision a été, les responsables militaires de l'époque ont trouvé que c'était un peu trop, que cela risquait, c'est-à-dire que c'était un grand risque stratégique et militaire que de s'engager dans une grève aussi longue. Parce qu'une grève de 8 jours, c'est une grève insurrectionnelle, donc il fallait préparer une insurrection généralisée, pour certains. D'autres disaient qu'on ne pourrait pas tenir, que les réseaux des fidayines seraient mis en danger. Il y a eu des reproches plus tard, mais il y a eu des oppositions à l'époque.
c'est que la grève des 8 jours, elle a permis le démantèlement de l'organisation militaire. Après donc, la grève des 8 jours, il faut que les jeunes sachent, hein, il y avait 10 000 parachutistes sur la Casbah uniquement. C'est inouï, ça n'a jamais existé dans l'histoire militaire d'aucun pays et dans aucune guerre. Un soldat pour 8 civils, cash. Le CCE a été inflexible et on a dit c'est 8 jours, c'est 8 jours. Et bien entendu, ça s'est passé ici, la grève des 8 jours ne s'est pas passé uniquement à Alger, ça s'est passé dans toute l'Algérie. Et le congrès de la Soumam et la décision aussi, c'est une des décisions particulièrement du tandem Ben Mehdi-Abban, c'est de créer, de lancer la Fédération de France. Donc ils ont envoyé le Bdjaoui à l'époque pour essayer de toutes les façons, avant même l'organisation, la fédération, la grève a été suivie aussi en France. Et ça a été un succès même là-bas. À la fin de la grève, Ben Mehdi quitte la Casbah et s'installe dans la ville européenne. Il y avait la question du logement des leaders du CCE. Ils étaient logés un peu partout. Ils étaient transportés par différents moyens. Le docteur Chollet et Claudine Chollet, son épouse, ont été de ceux qui ont milité, qui ont transporté tous les membres du CCE, Ben Mehdi, par la suite Abban, Krim, Ben Khedda et tous les membres du CCE ont été transportés. Donc, ils habitaient un peu partout. Il y avait un système, ce serait un petit peu trop long pour le décrire, il y avait un système de logement par le biais d'agences immobilières qui savent, une agence immobilière sait que si l'appartement est occupé ou pas occupé, et ainsi de suite. Et pendant la vente, il y avait on logeait les responsables. Mais Ben Mehdi a logé effectivement, selon Yassif Saadi, il a habité à la Casbah. Ben Mehdi est arrêté en février 1957 dans un studio de la rue Debussy, un des lieux d'hébergement des membres du CCE. Tout le monde voulait voir le fauve, parce que il avait une dimension aux yeux des colonialistes extraordinaire. Donc il ne se pâmait pas d'admiration, mais il voulait savoir qui était ce personnage qui leur avait donné tant de fil à retordre, et puis surtout ce théoricien, ce concepteur de la révolution algérienne, de l'esprit révolutionnaire algérien, de la révolution algérienne. Ben Mehdi est un saint. C'est pas un type normal. Il a consacré toute sa vie à cette révolution, mais en y amenant une espèce de sincérité religieuse, j'allais dire. Il s'est donné à la révolution. Les Français savaient qu'il n'était pas manipulable. Ils l'ont pris comme prisonnier, mais ils ont très bien vu que face au conflit qu'il a eu au Caire, ou là au Maroc, il est revenu plusieurs fois en Algérie. Et donc, pour utiliser Ben Mehdi pour d'éventuelles zizanies à l'intérieur de l'Aïdan ou du FLN, c'est exclu. À quoi on reconnaît ça? On reconnaît ça à l'absence absolue d'ambition personnelle. La seule ambition qu'il habitait, c'était l'Algérie. Et donc ça, il le savait. Ben Mehdi est interrogé par les militaires pendant 8 jours au quartier général de Bijar, dans une ville à El Biar. Pour ne pas le présenter à la justice,
Ben Mhidi est livré au sinistro Sarès. Sur ordre du général Massu, Ben Mhidi est assassiné le 3 mars 1957. Je crois que la version la plus valable de son assassinat, c'est la version de Sarès, qui raconte cette vérité, parce que c'est sa vérité, pour tremper davantage les politiques français de l'époque. Parce que, bon, ce livre n'a pas été fait comme ça. Le livre de Sarès n'a pas été fait comme ça. C'était davantage, bon, c'était des salades franco-françaises pour gêner François Mitterrand, parce que il était à l'époque responsable de la justice. Et, disons, le commanditaire de tout ce qui se passait au niveau des exécutions, au niveau de la machine à tuer qui était la guillotine, etc. Et Sarès raconte les circonstances de sa mort atroces, d'une façon lâche. Et, comme beaucoup d'autres Algériens, les militants ont été assassinés. Là, La vraie guerre que l'armée française a menée en Algérie, ce n'est pas une guerre contre l'ALN, ni contre le FLN. Ça a été une guerre contre le peuple algérien. Et le FLN, c'était nous. C'était le peuple algérien. Ce n'était pas des colonels, des commandos, c'était des katibat, c'était ces colonels. Mais c'est tout le peuple algérien à qui a fait la guerre la France. Ça, c'est la deuxième mort de Ben Mehdi, parce que Ben Mehdi croyait que la révolution, c'était celle du peuple, et ça a été effectivement le peuple qui a sauvé cette guerre de libération, cette révolution. Ce qu'il faut retenir essentiellement de la vie de cet immense militant, qu'était l'Arbi Ben Mehdi, c'est cet esprit qu'il a insufflé à la révolution algérienne. C'est cet esprit de conviction que lorsqu'on entreprend quelque chose d'aussi important, il faut non pas se munir simplement des outils nécessaires, des armes nécessaires, mais que ce qui est beaucoup plus important que les armes, c'est l'esprit, c'est la préparation spirituelle. On retrouvera cette force tranquille dont on parlait tout à l'heure, on retrouvera cette force tranquille dans toutes ces photos, dans tous les documents qui ont trait à son arrestation. Ce sourire extraordinaire, cet esprit, cette bravoure, c'est ce que je retiens personnellement de ce personnage. C'est un exemple, un homme d'exemple et un exemple pour des générations et des générations qui vont venir, parce que c'est quelqu'un qu'il faut. Il incarne quelque part un esprit national, un esprit algérien. Quelque part, je crois que c'est cette permanence. C'était un Algérien. صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال